Énergie propre. À l'occasion du sommet de Copenhague, nous sommes allés au Texas où les éoliennes remplacent les derricks. Un business vert et rentable. Rentable aussi la culture d'huile de palme, l'un des ingrédients des biocarburants. Mais l'Indonésie sacrifie ses forêts, sa faune et sa population pour répondre à la demande croissante des pays riches. Des reportages à découvrir à partir de 19h. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Au sommaire cette semaine, ils sont kosovars, mais vivent depuis des années en Allemagne. Peut-on les renvoyer dans leur pays maintenant qu'il est indépendant? Le gouvernement Merkel veut contraindre des milliers de personnes à partir. L'Europe est-elle homophobe ou gay-friendly? C'est le dossier de la semaine. Nous verrons d'abord où en est le débat sur l'homoparentalité dans les différents pays. Et puis reportage chez British Telecom, l'entreprise la plus accueillante pour les gays, les lesbiennes et les transsexuels. La Grande-Bretagne mène une politique très active pour le respect des minorités. Mais l'homophobie s'évite encore, parfois avec la plus grande violence, même dans des villes considérées comme ouvertes. Nous irons à Berlin. Enfin, nouvelle semaine difficile pour Silvio Berlusconi, accusation de corruption et de collusion avec la mafia. Mais dans la population italienne, les anti-Berlusconi peinent à mobiliser. Cela fera 2 ans en février prochain que le Kosovo est un pays indépendant. Mais la reconstruction de cet État tout juste sorti de la guerre est très lente. Est-il déjà en mesure d'accueillir les milliers de personnes qu'il avait fui à l'époque des bombardements ? Pour le Conseil de l'Europe, la réponse est non. L'institution s'est prononcée alors que plusieurs pays européens négocient en ce moment des accords de réadmission avec les autorités de Pristina. C'est le cas du gouvernement Merkel. Un texte est en préparation pour renvoyer chez eux jusqu'à 14 000 Kosovars dans les années à venir. Certains sont partis, beaucoup refusent. Leur pays, aujourd'hui, ce n'est plus le Kosovo, c'est l'Allemagne. Fribourg en Allemagne. C'est ici que la famille Chabani a trouvé refuge pendant la guerre et que ses membres ont refait leur vie. À 15 ans, Orfei, l'aîné des fils de cette famille rome, ne connaît pas le Kosovo. Il a grandi ici et a déjà des projets. J'étais parti pour arrêter les études assez tôt, mais je vais essayer d'aller plus loin, peut-être jusqu'au bac. Après, je verrai si je peux devenir avocat ou quelque chose comme ça. Arben, le père, veut offrir un avenir à chacun de ses 4 enfants. Leur épargner au maximum les difficultés de la vie de réfugié, une vie au jour le jour, une présence tout juste tolérée. Il a travaillé dur pour sortir sa famille du foyer de réfugiés insalubres où elle vivait et l'installer ici. Leur surprise a été d'autant plus grande quand ils ont appris que l'Allemagne voulait renvoyer les Roms au Kosovo. J'ai 4 enfants, une femme et pas de maison là-bas, au Kosovo. Tout a été détruit. Alors qu'ici, il y a tout pour les enfants, des écoles, des formations. Là-bas, il n'y a aucun avenir pour mes enfants. La famille peut encore rester ici jusqu'en avril, la fin de sa période d'essai à l'usine. S'il ne décroche pas un nouveau contrat, il ne pourra plus nourrir sa famille, et dans ce cas, c'est l'expulsion assurée. J'ai peur de la menace d'expulsion qui plane sur les gens. C'est possible que ça nous tombe dessus cette année, vu notre situation. Arben Chabani travaille chez un sous-traitant automobile, un secteur fragile en cette période de crise. Mais lui au moins a encore l'espoir d'un avenir en Allemagne. À Koblenz, cet espoir, les Smaïlis l'ont perdu. Ils ont quitté leur quartier et se sont réfugiés chez leur fils de 25 ans, car ils peuvent être expulsés à tout moment. Ils leur ont dit, ou vous partez de vous-même, ou on vous y oblige. Le problème, c'est qu'ils sont malades. Contrairement à eux, leurs 5 enfants peuvent tous rester en Allemagne car ils ont un emploi. Les personnes âgées et malades, elles, sont expulsables. Pourtant, le père de Rouchit a besoin pour vivre d'un coûteux traitement à l'insuline, quasiment introuvable au Kosovo. Je ferais mieux de mourir ici avant qu'ils m'y renvoient. Je n'ai pas de famille là-bas. Tous les enfants sont ici. Je rentre à la maison, mais mes enfants sont tous ici. Je n'ai pas de maison là-bas. Mes enfants sont tous ici. Je serai toute seule, avec mon mari malade.
Cela fait 17 ans que les Smaili vivent en Allemagne. Le père était mineur avant de fuir le Kosovo. Il est invalide, mais n'étant que toléré ici, il n'a droit à aucune pension d'invalidité. Leurs enfants étaient prêts à subvenir à leurs besoins, mais selon eux, les autorités n'ont même pas cherché à le vérifier. Je serais prêt à tout laisser tomber ici, toute ma paperasse, à foutre ma vie en l'air pour partir avec mes parents, parce que je sais que là-bas, ils n'auront rien, même pas un toit sur la tête. Et je ne pourrais pas vivre heureux ici en sachant ça. En principe, les différents Länder d'Allemagne sont convenus d'étudier chaque dossier au cas par cas. Mais le font-elles vraiment? Nous avons retrouvé plusieurs de ces familles expulsées au Kosovo. Zaïd, sourde-muette, vit avec ses 4 frères et ses parents. En Allemagne, elle était inscrite dans une école pour sourds et malentendants. Aujourd'hui, à 15 ans, elle passe ses journées sur son matelas. Car elle sait lire sur les lèvres, mais pas dans la langue des gens d'ici. Elle ne comprend pas l'albanais, seulement l'allemand. Et en Allemagne, ma sœur avait des appareils auditifs, mais ils sont restés dans son école. Elle n'en a plus maintenant. Notre petit frère est le seul à en avoir un. Le petit Mohamed aussi est né sourd en Allemagne il y a 8 ans. La famille Miftari vivait depuis près de 20 ans à Hagen, dans le nord, quand l'avis d'expulsion est tombé. Les piles de l'appareil allemand de Mohamed sont vides à l'heure qu'il est. Lui aussi n'ira certainement plus jamais à l'école. Et dans ces conditions, lui non plus ne pourra jamais vraiment s'exprimer. Quant à ses frères, la même pensée les ronge depuis l'expulsion. Je ne vais plus avoir de vie ici. Zéro avenir. Je regarde à gauche, à droite, partout je vois des ordures et je me dis, bon Dieu, où est-ce que j'ai atterri? Les Miftari sont roms, eux aussi. Ils savaient d'emblée où ils échoueraient dans cette région déshéritée de l'Europe qu'est le Kosovo. Tout en bas, parmi les plus pauvres. La situation sociale est terrible ici. 1 personne sur 2 est sans emploi. C'est pourtant le pays qu'ils doivent considérer comme le leur aujourd'hui, alors qu'ils sont nés en Allemagne et y ont grandi. C'est également le cas d'Arsimi Seni. La police allemande a débarqué chez eux à 3 heures du matin. Ça a sonné, ça m'a réveillée, alors je suis descendue. Je n'ai rien compris, j'étais en état de choc. Ils m'ont dit, il faut vous préparer, on vient vous chercher, vous devez retourner dans votre pays. Je suis remontée en pleurant, j'ai réveillé ma mère, mes frères, et on s'est préparé. On a juste pris des vêtements, rien d'autre. Pour être sûr qu'il ne se passerait rien, ils m'ont mis les menottes. La famille Seni était bien intégrée en Allemagne. Le père travaillait dans le bâtiment jusqu'au jour où un infarctus l'a emporté. La maison qu'ils habitent actuellement appartient à un oncle. Ils ignorent combien de temps ils pourront y rester. C'est tout cela que les familles roms vivant en Allemagne et menacées d'expulsion redoutent. Les autorités concernées sont sur le point de s'entendre sur un sursis accordé aux personnes encore tolérées. Mais pour les autres, les reconduites à la frontière vont bon train. Beaucoup d'entre nous ont dans leur entourage un couple d'homosexuels qui élève un petit garçon ou une petite fille. 30 000 enfants vivent ainsi en France dans des familles dites homoparentales. Mais au regard de la loi, un seul parent dispose de l'autorité sur l'enfant et si le couple souhaite adopter, là encore, un seul des 2 membres accomplira les démarches officiellement en tant que célibataire. Cette situation pourrait changer après une décision de justice. Début novembre, devant le tribunal administratif de Besançon, un couple de lesbiennes a obtenu le droit d'adopter. Voilà le débat sur l'homoparentalité et les droits des homosexuels relancés en France. Voyons où en est ce débat dans le reste de l'Europe. État d'alerte maximum en Pologne, comme à chaque fois que les gays et lesbiennes manifestent. Sous les insultes des hooligans, ils réclament le droit de vivre normalement. En Europe, la Pologne incarne la ligne conservatrice en matière d'homosexualité, à l'exact opposé de la Suède. Ici,
Les homosexuels ont exactement les mêmes droits que les autres. Et ils peuvent même faire carrière dans l'Église, comme cette femme. Pasteur engagée, elle voit ses efforts récompensés. L'Église luthérienne de Suède l'ordonne évêque de Stockholm, alors qu'elle est ouvertement homosexuelle. Eva Brune devient ainsi la première évêque lesbienne du monde. Le roi Carl Gustaf et la reine Silvia en personne assistent à son ordination. Un moment particulier pour la Suède, mais aussi pour cette femme. Anita Hillerström Wagli se bat depuis des années pour que les homos et les hétéros aient les mêmes droits en Suède. Pour elle, cette cérémonie est un signal fort. Le fait qu'elle devienne la première évêque lesbienne du monde a une dimension symbolique. C'est encore beaucoup plus important qu'on ne peut le penser aujourd'hui. Très important aussi pour elle et sa famille. Anita, sa compagne Katarina et leur fils vont de plus en plus souvent à l'église. Car depuis peu, ici, les gays et lesbiennes aussi peuvent se marier religieusement. Cette décision est une première en Europe. Anita et Katarina ont aussitôt pris la balle au bon. On va se marier. Anita l'a tout de suite écrit sur sa page Facebook. Oui, je l'ai mis sur mon blog. On a déjà officialisé le fait qu'on vit ensemble, mais on n'est pas vraiment mariés encore. Je dis toujours qu'on est mariés, mais on ne l'est que civilement. Le mariage religieux est pour bientôt. Et elle voudrait qu'Eva Brune célèbre ce mariage. La nouvelle évêque accepte aussitôt. Car ce moment, elle l'attend depuis longtemps. Je suis très fière d'appartenir à une église qui a pris cette décision. Il aura fallu 37 ans de débat sur le sujet. Aujourd'hui, les couples comme Anita et Katarina ont les mêmes droits que les autres. C'est tout à fait normal en Suède. La Pologne, elle, en est loin. L'homosexualité reste un tabou là-bas. Les couples de même sexe ne sont pas reconnus et beaucoup en souffrent, comme ces deux femmes. Mirka Makuszowska et Ania Smarzinska vivent ensemble depuis 2 ans. Mais elles n'ont aucun droit en tant que couple, notamment au regard des impôts. Le modèle suédois les fait rêver. On n'existe pas. Il n'y a pas de mariage homosexuel, pas de Pax comme en France. Nous n'avons aucun droit, absolument aucun. Quand il est question du mariage homosexuel, tout le monde dit « mais c'est terrible, ce serait la mort de la civilisation ». Un avis partagé par les leaders politiques de bien des pays. 22 États ne reconnaissent aucune forme d'union homosexuelle. 15 pays autorisent une forme d'union différente du mariage avec des droits restreints. C'est le cas en France et en Allemagne. Seuls 5 pays accordent les mêmes droits aux homosexuels qu'aux hétérosexuels. La Suède a été la première, là aussi, à leur donner accès au mariage civil. Le Riksdagen, le Parlement suédois, autorise les unions homosexuelles depuis 1995. Et depuis 2005, les lesbiennes ont droit à l'insémination artificielle. Anita Hillerström Wagli espère bien y siéger en tant que députée l'an prochain, sous les couleurs du Parti conservateur. C'est Katarina qui s'occupera alors de son fils de 3 ans que nous n'avons pas pu filmer. Katarina l'a adopté, ce qui lui donne l'autorité parentale à elle aussi. Un gros avantage au quotidien. Quand j'étais malade et hospitalisée, c'est Katarina qui s'est occupée de notre fils. Et elle touchait les allocations familiales, ce qui n'est possible qu'en tant que parent. C'est exactement comme pour un père ou une mère. Ce droit à l'adoption pour les gays et lesbiennes n'existe que dans 9 pays d'Europe. La Pologne n'en fait pas partie. Ania a un fils de sa précédente union. Oscar a 11 ans et il est trisomique. Mirka aimerait l'adopter, mais la classe politique l'en empêche. En Pologne, les gays et lesbiennes vivent en marge de la société. Peu de couples s'affichent en public pour éviter les ennuis. Mais de plus en plus de Polonais se rebellent et exigent d'être reconnus en tant que tels. C'est le cas de cette jeune femme. Katarzyna Gajewska combat ouvertement l'homophobie. Elle tient le seul bar pour gays et lesbiennes de Poznań. Un atelier destiné aux drag queens s'y tient actuellement. C'est un univers intime et discret. Je ne parle pas de ma passion en public parce que j'ai peur. Je ne veux pas provoquer l'hostilité. De quoi as-tu peur?
D'être tabassé dans l'escalier ou couvert d'insultes. C'est pour faire cesser ces insultes que Katarzyna est passée à l'action. Elle est l'organisatrice de la manifestation pour l'égalité et la tolérance. Une marche de protestation violemment controversée à Poznan depuis des années. C'est le mégaphone qui a été endommagé en 2004, lors des affrontements avec la police. Derrière la police, il y avait des gens qui nous injuriaient. Ils criaient « On va vous faire ce que Hitler a fait avec les Juifs ». Et ils nous jetaient des pierres et du fumier. Cette année, Ania et Mirka peuvent manifester paisiblement, protégés par une centaine de policiers. La marche se déroule dans le calme jusqu'au bout. Seuls quelques homophobes sont venus aujourd'hui. L'opposition violente semble s'être affaiblie, un motif d'espoir pour Ania et Mirka. On ne pourra jamais se marier, mais officialiser notre union, ça devrait être possible. L'union homosexuelle, oui, mais jamais le mariage, je pense. Maintenant que la place est libre, les contre-manifestants affichent leur frustration. On ne peut pas laisser les homos nous imposer leurs idées de malades. Sinon, ce sera bientôt aussi crade qu'en Suède ici. Les Suédois, ils ont commencé par des manifs comme ça, et maintenant, c'est la société tout entière qui part à volo. Quel droit reconnaître aux couples homosexuels? Aujourd'hui encore, la question divise profondément l'Europe. Au-delà des débats sur la loi, le respect de l'orientation sexuelle de chacun, il se joue aussi dans la vie quotidienne, et notamment au travail. La Chambre de commerce internationale gay et lesbienne est un lobby présent dans 15 pays. Elle a décerné cette année le prix de l'entreprise la plus ouverte aux homosexuels, en anglais, l'entreprise la plus gay-friendly. C'est British Telecom qui a obtenu la récompense, et ce n'est pas un hasard, car la Grande-Bretagne pratique une politique active de quotas et d'intégration des minorités. Reportage à Londres. L'Angleterre abrite la plus importante communauté gay d'Europe, mais elle n'avait encore jamais vu un salon de l'emploi comme celui-ci. Destiné aux gays, lesbiens, bisexuels et transgenres, il rassemble 70 des principales entreprises et administrations. Les jeunes diplômés peuvent y discuter librement de l'orientation sexuelle au travail, y compris avec les employeurs réputés les plus machos. On peut passer vous voir sans prendre rendez-vous? Tout à fait, vous pouvez venir sans rendez-vous. Nous sommes ouverts de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Vous signez le registre et vous dites que vous voulez des renseignements sur les carrières militaires. Nous sommes plusieurs recruteurs, l'un de nous viendra vous parler de tout ça. Nous sommes là pour montrer que la Royal Navy, comme le reste des forces armées, cherche à avoir un recrutement diversifié. Nous ne visons pas que les recrues gays. Nous donnons la même chance à tout le monde. Pas de quotas donc, mais une volonté affichée de refléter au mieux la diversité de la société, d'autant plus que la loi britannique sanctionne la discrimination envers toutes les minorités. Ça permet aussi de trouver les meilleurs talents dans toutes les différentes catégories. De cette façon, on n'exclut aucun secteur de la population. Le milieu gay est plein de gens talentueux, des gens qui sont très recherchés par les employeurs. British Telecom est l'une des premières grandes entreprises à avoir mis en œuvre cette philosophie. Le géant britannique des télécommunications a plus de 100 000 employés à travers le monde. Au siège de la société, à Londres, les cadres mettent en avant la diversité sous toutes ses formes. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Denis, je fais partie du département des ressources humaines du groupe. Je m'occupe plus particulièrement des questions liées à l'orientation sexuelle, à la religion et à l'âge. Dennis Gissing a intégré British Telecom il y a 30 ans. Aujourd'hui, il affiche sans problème son homosexualité. À l'époque, c'était autre chose. C'était encore une époque où l'on parlait de son partenaire au féminin, même si c'était un homme, ou alors on restait vague sur son sexe. On ne parlait pas de sa vie privée comme aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'ambiance est méconnaissable. L'équipe des ressources humaines a même une procédure spéciale pour soutenir psychologiquement les employés qui voudraient changer de sexe. Le cas n'est pas fréquent, il s'est produit 9 fois. Mais lorsqu'il se présente, le service met en œuvre des mesures destinées à faciliter cette très délicate transition. Certaines de ces mesures peuvent paraître insignifiantes. Mais pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation, elles sont très importantes. Choisir par exemple le moment où l'on change de prénom, comment modifier sa fiche ou l'annuaire du personnel. Nous accordons aussi à la personne un congé maladie à taux plein pour l'opération. Nous discutons aussi du meilleur moment pour en parler à son équipe, aux clients, etc. Enfin, elle aura le droit de changer d'affectation pendant quelques semaines si elle veut éviter, par exemple, de rencontrer des clients. Nous lui garantissons un poste sur cette période. Respect scrupuleux de la différence, la politique s'applique aussi aux handicapés, aux minorités ethniques ou aux religions. Tout manquement à ce code, tout harcèlement est réprimé par des sanctions. Il n'y a pas là que de l'altruisme. Dennis Kissing n'en fait pas mystère. Un employé heureux est aussi un employé plus productif. Je suis très heureux d'avoir pu participer à tout ce qui se passe chez British Telecom. L'entreprise dit vraiment à ses employés « Soyez vous-même. Vous êtes ici dans un environnement sûr et ouvert. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un ou quelque chose d'autre. Vous donnerez plus à l'entreprise si vous êtes bien dans votre peau. » Bref, on est libre de s'afficher au travail comme on le fait depuis longtemps à Soho, le quartier gay de Londres. L'homophobie, bien sûr, n'a pas été éliminée. Elle toucherait encore un employé sur 5. Certains secteurs, tels la construction, restent peu réceptifs au changement. Mais Sean, qui dirige l'office du tourisme gay de Soho, considère qu'il y a un réel progrès. Nous avons fait des progrès fantastiques ces 10 dernières années. Mais les gays, les homos n'ont toujours pas le droit de donner leur sang. Quand ils se marient, ils n'ont pas les mêmes droits. On en est très proche, mais nous sommes égaux à 90%. Il faudra un dernier effort pour y arriver. Et il faut encore éradiquer les crimes homophobes, les comportements négatifs. Voir ça de mon vivant, ça serait fantastique. Un vœu que l'implication des entreprises rend plus réaliste, d'autant plus qu'aujourd'hui, elles recrutent justement des employés en raison de leurs différences. On décerne donc aujourd'hui des prix aux entreprises les plus gay-friendly. C'est dire si les mentalités ont évolué en Europe depuis le temps où l'homosexualité était considérée comme un crime. Mais ce n'est pas une époque si ancienne que ça. En matière de respect des homos, l'Europe revient même de loin. Zoom arrière. Image d'une homosexualité libre et affirmée. Un spectacle impensable dans l'Europe puritaine des siècles passés. L'amour entre personnes de même sexe était interdit par la loi jusqu'à la Révolution française. En 1791, la France devient le premier État à légaliser l'homosexualité. Elle est suivie par le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. L'Allemagne, elle, fait marche arrière. En 1871, une loi interdisant la sexualité entre hommes est remise en vigueur. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que les attitudes changent outre-Rhin, grâce à Markus Hirschfeld, le fondateur du premier mouvement d'émancipation des homosexuels. Il se bat pour que la préférence pour des personnes du même sexe soit reconnue comme un choix naturel. Dans les années 20, Berlin devient la capitale mondiale des communautés gays et lesbiennes. Pour un peu, l'Allemagne aurait suivi l'exemple du Danemark et de la Pologne en légalisant l'homosexualité. Mais la peste nazie met fin à ce vent de tolérance. Une fois encore, les homosexuels sont persécutés. Près de 10 000 meurent dans les camps de concentration et la loi nazie reste en vigueur jusqu'en 1969. Ce n'est qu'après cette date que l'homosexualité n'est plus un crime en Allemagne fédérale. Dans les années 70, lesbiennes et gays commencent à s'affirmer en public et à se battre contre les discriminations. De plus en plus de pays d'Europe occidentale suppriment les lois homophobes.
L'Irlande et Chypre franchissent le pas dans les années 90, tout comme les anciennes républiques soviétiques. À ce jour, tous les États de l'Union européenne ont légalisé l'homosexualité. La Roumanie et la Bulgarie ont été les derniers, sur pression de Bruxelles. L'Union européenne a interdit aussi toute forme de discrimination à l'égard des homosexuels. Pour autant, nous sommes encore loin d'une acceptation complète par la société. En Europe de l'Est en particulier, les violences homophobes ne sont pas rares, comme ici à Moscou où la grande parade des homosexuels est interdite tous les ans. Et oui, l'homophobie a encore droit de cité en Europe, notamment à l'Est, mais même dans des villes considérées comme ouvertes. Les agressions contre les gays, les lesbiennes ou les transsexuels sont relativement fréquentes. Illustration dans l'une des villes les plus modernes d'Europe, Berlin. Berlin, place Nollendorf, cœur de l'univers gay dans la capitale allemande. Peu de villes en Europe sont aussi libérales. Gays, lesbiennes et hétéros se côtoient dans un joyeux mélange. L'homosexualité s'affiche sans complexe. L'un de ces hauts lieux, le Café Berriot, fermé ce jour-là pour cause de chagrin d'amour. Steffen Westermann fait partie de l'association Völklinger Kreis, un groupe de managers gays. Il nous sert de guide à Berlin. Tout le monde ici peut et devrait trouver son bonheur selon ses préférences. Et la plupart du temps, c'est le cas dans cette ville, même si nous assistons parfois à des actes violents à l'encontre des gays et des lesbiennes. Une de ces agressions contre un couple homosexuel a été filmée par un témoin, lors du carnaval des cultures à Berlin, censé être une fête de la tolérance. Deux hommes se tenant par la main avaient servi de prétexte à cette explosion de haine aveugle. Cette scène remonte à 2002. Depuis janvier 2009, 15 actes violents ont été commis contre des homosexuels à Berlin. Le dernier, il y a tout juste un mois. Depuis plusieurs années, Bastian Finke de l'association Manéo rassemble des témoignages sur ces discriminations. Selon des sondages, un homosexuel sur 3 a été victime de violences. Des actes particulièrement fréquents chez les jeunes. Plus de la moitié d'entre eux seraient ouvertement homophobes. Un exemple typique sont les insultes du genre « salaud de PD ». On entend cela tout le temps dans les cours d'école. Malheureusement, les réactions ou l'absence de réaction des enseignants ou des surveillants font que ces jeunes pensent que ces insultes ne portent pas à conséquence. Quelles sont les insultes préférées dans la cour d'école? Il y en a plein. Crétin, patate. Et homo? Homo? Je ne sais pas, plutôt PD. Ouais, homo ou PD. J'aime pas les homos. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'ils sont homos. Ils te regardent bizarrement. Tu ferais quoi si on te traitait de PD? Ça dépend. Si c'est un ami, c'est pas très grave. Je lui balance un gros mot, c'est tout. Mais si c'est quelqu'un d'autre, je lui en colle une. Les insultes homophobes sont à la mode outre-Rhin. Un phénomène repris à leur compte par les rappeurs allemands. Bushido est l'idole de milliers de jeunes. Ses albums, Appel ouvert à la haine et à l'homophobie, se sont vendus à plus de 600 000 exemplaires. Les jeunes hommes en particulier sont en quête de leur propre identité. Ils cherchent des exemples à suivre et quand ils entendent ces textes, ils peuvent s'identifier à ces messages. C'est le cas des rappeurs comme Bushido. Ils prennent ces textes au pied de la lettre et ils s'identifient à ces mots. Pour contrer cette tendance, des associations comme Abekir organisent des campagnes d'information dans les écoles. Les membres de cette association sont eux-mêmes lesbiennes, gays ou transsexuels. On t'a déjà insulté? Oui, au beau milieu du couloir à l'école. Quel genre d'insulte? Putain de lesbienne, je vais te la mettre, tu verras ce que c'est. Ils s'en fichaient pas mal que les enseignants les entendent. Ils ne disaient rien de toute manière. Tout le monde se taisait. Toute l'école le savait, mais personne ne disait rien. J'étais impuissante face à ça.
C'est un exemple assez fréquent. Ce que tu viens de décrire est typique. Le résultat est souvent une baisse des résultats scolaires chez ces jeunes. Nous observons des troubles psychiques. Ça peut aller jusqu'au suicide. Le taux de suicide a beaucoup augmenté parmi les jeunes homosexuels. Il ne s'agit pas seulement d'homophobie, il s'agit de sexisme en général. En fin de compte, toute cette merde homophobe prend source dans un sexisme primaire. Être gay ou lesbienne, c'est ne pas être conforme à l'image soi-disant normale de la femme ou de l'homme. Sortir de la norme est difficile. Malgré le vent de tolérance qui souffle sur Berlin, la vie quotidienne est un combat quand on est homosexuel, même pour des adultes ou managers comme Steffen Westermann. On se bat contre des clichés. Le cliché qui veut qu'homosexualité et économie soient incompatibles. Le cliché qui veut que les lesbiennes et les gays manquent d'assurance, qu'ils aient du mal à s'affirmer comme de vrais hommes hétérosexuels, bien sûr. Nous sommes dans un monde très hétérosexuel, très machiste. Pour les associations de défense des droits des homosexuels, le seul moyen de briser ces préjugés est de passer à l'offensive, même dans une ville aussi tolérante que Berlin. C'est une nouvelle semaine difficile que traverse Silvio Berlusconi. D'abord, à Milan, ce vendredi, reprend un procès dans lequel il est accusé de corruption. Et le même jour, à Turin, cette fois-ci, un mafieux repenti, Gaspare Spatuzza, doit en dire plus sur des confidences faites à la justice. Selon cet homme, Berlusconi aurait pactisé au début des années 90 avec la mafia pour accéder plus facilement au pouvoir. Le Premier ministre italien parle d'accusations infondées et infamantes. La multiplication des scandales va-t-elle faire chuter le Cavaliere ? À Rome, dans la population, ses adversaires veulent y croire, mais quels que soient leurs efforts, ils peinent à mobiliser massivement. Samedi 5 décembre, manif contre Berlusconi. Nous avons besoin de vous. Notre pays est sur une voie dangereuse. On s'éloigne de la démocratie. Il faut arrêter ceux qui nous gouvernent. Nous devons exiger le respect des lois par nos hommes politiques. Dans un geste symbolique, ils effacent les lois que Berlusconi a fait voter pour se mettre à l'abri de la justice. Eux, ce sont des militants qui exigent le départ de Berlusconi. Ils sont déjà 290 000 à avoir répondu à l'appel à la mobilisation sur Facebook. Nous, Italiens, devons apprendre à nous battre pour nos lois. Nous avons besoin de quelqu'un qui défend non pas ses propres intérêts, mais les nôtres. Un chef de gouvernement qui est en conflit avec la justice ne peut pas être mon représentant. Je n'ai pas de problème avec la justice. Leur action a commencé début octobre, le jour où la Cour suprême italienne a abrogé la loi garantissant l'immunité judiciaire à Berlusconi. Nous ne savons pas qui est à l'origine de cette action, seulement qu'elle a commencé sur Facebook. Nous ne savons pas non plus s'il y a une seule ou plusieurs personnes derrière tout cela. Ils ont adopté le nom de San Precario, qui est le saint patron des démunis. Mais le résultat est que San Precario a réussi à sortir d'Internet pour agir dans la vie réelle. Le noyau des militants de San Precario se retrouve tous les soirs. Ils veulent organiser une manifestation le 5 décembre sur la Piazza del Popolo, la place du peuple à Rome. Ils viennent de toute l'Italie pour défendre leur vision de la société. Leur manifestation n'est qu'un premier pas sur le long chemin vers le renouvellement de la classe politique et de la société en Italie. Sara De Santis est musicienne. Elle tente de recruter des artistes de renom pour le No Berlusconi Day, le 5 décembre. Sara a déjà reçu 3000 messages d'artistes favorables à leur initiative. Il y a dans notre pays une culture de l'insécurité, de la peur, de la haine. Cette non-culture que nous appelons berlusconiana divise notre pays en nord et sud, en pauvres et riches. Tout cela est bien loin de l'idéal démocratique. Nous sommes soit pour, soit contre eux. Au studio d'enregistrement, Sara répète la chanson qu'elle veut chanter sur la Piazza del Popolo. Une chanson qui met en garde contre les dangers d'un pouvoir sans contrôle. Je suis heureuse de voir que nous agissons enfin.
que nous faisons enfin valoir nos droits de citoyens. En Italie, la politique est souvent considérée comme un domaine réservé aux politiciens, loin du peuple, et plutôt négatif. Mais c'est faux, c'est à nous d'agir et de nous engager dans la politique. Perché Cappuccetto si è andata nel bosco? Tu non lo sapevi che lì c'era il mostro? Vicino alla mamma dovevi restare. Cette manifestation sera-t-elle pacifique ou à l'image des violences du G8 à Gênes? Nous redoutons l'infiltration d'éléments violents, évidemment, des agents provocateurs, mais nous évitons de parler trop ouvertement de ces craintes. Nous ne voulons pas susciter une ambiance de peur, mais nous savons que de tels éléments peuvent être infiltrés pour faire dégénérer une manifestation pacifique, en provoquant des bagarres, ou pire, comme c'était le cas à Gênes. Combien de manifestants et sympathisants vont répondre à leur appel? Combien vont oser sortir de l'anonymat de Facebook pour défiler en plein jour sur la place du Peuple? 60 bus ont été réservés jusque-là. Les messages affluent de toute l'Italie, le mouvement s'amplifie de jour en jour, relayé par les médias. À quoi ressemblera la Piazza del Popolo dans 3 jours, le 5 décembre? Nous n'étions pas très sûrs de nous au début, mais on l'est maintenant. Les signatures affluent tous les jours, des personnes isolées, des groupes, des associations. C'est incroyable. C'est vraiment une sensation extraordinaire de préparer la manifestation et d'attendre le jour J, le No Berlusconi Day. Ils ne sont pas assez naïfs pour croire que Berlusconi partira juste parce qu'il le demande. Mais le 5 décembre n'est que le début, certainement pas la fin de leur mouvement citoyen. Et dans la série Berlusconi aggrave son cas, après ce reportage, voici la photo de la semaine. Poignée de main entre le dirigeant italien et l'un des derniers dictateurs d'Europe. C'était lundi. Dans quel pays sommes-nous? Berlusconi est le premier dirigeant d'Europe de l'Ouest à s'y rendre depuis 15 ans. Donnez votre réponse sur arte.tv pour gagner des cadeaux. Et la semaine dernière, ce prélat qui venait de bénir un Saint-Bernard, c'était le frère du pape Benoît XVI, Georg Ratzinger. C'est dans un endroit particulier que nous vous emmenons à présent, une léproserie. C'est la dernière d'Europe. La maladie a été quasiment éradiquée du continent. On sait aujourd'hui parfaitement la soigner. Mais il existe encore cet endroit près de Valence en Espagne où l'on soigne des malades. C'est avant tout le témoignage d'une époque, le début du XXe siècle, où les lépreux étaient mis au banc de la société. C'est un lieu unique, préservé au cœur des montagnes de la Costa Blanca en Espagne. Ici, une ONG catholique, Fontilles, maintient l'activité de la dernière léproserie en Europe. Un sanatorium où vivent encore une quarantaine d'anciens malades. Le témoignage d'une époque où une maladie, la lèpre, effrayait les habitants de la région de Valence. Manolo est l'un d'entre eux. Comme beaucoup, il peine à parler de ce que l'on appelle ici pudiquement la maladie. Je vis ici dans cette chambre. Je suis arrivé en 1985. Ici, c'est ma maison. À l'époque, j'ai commencé à avoir des plaques sur la hanche, sur le bras, sur ma peau. Ça m'a donné de la fièvre. Je suis allé à l'hôpital de Valence et ils ont diagnostiqué la maladie. Ça, c'est le nom de ma fille. Et elle vous rend visite? Non, elle ne vient pas. Jamais. La lèpre a isolé Manolo, comme tous les autres habitants du sanatorium de Fontilles. Ils n'ont souvent pas eu d'autre choix que de se retirer du monde. Comment ça va, Manolo? Bien. Aujourd'hui, la lèpre se soigne très bien grâce aux antibiotiques. D'ailleurs, Manolo n'est plus malade depuis plus de 20 ans. Il reste sous surveillance pour éviter toute rechute. Le seul problème qui reste, c'est que parfois, j'ai le visage qui me gratte et aussi les testicules. Mais la main, non, je n'ai jamais rien eu. On lui a donné le traitement adéquat. Il a été bien soigné. Il a eu de la chance, la maladie n'a laissé aucune séquelle. Ses mains sont en bon état. Montre tes mains. Les pieds aussi vont bien. Il n'a aucune blessure, pas d'ulcère. On peut dire que c'est un homme guéri.
Le sanatorium de Fontilles a été construit en 1909. À l'époque, la lèpre ressurgit à Valence. Elle avait disparu d'Europe depuis le Moyen-Âge. L'État est inefficace, c'est donc l'Église qui décide de soigner les malades. Une prise en charge cléricale qui n'a jamais changé. Aujourd'hui encore, ce sont les jésuites qui veillent sur les derniers patients. À la tête de l'institution, le père Tonio. C'est une statue érigée en hommage au père Carlos Ferris, le jésuite fondateur de Fontilles. Il a créé le sanatorium avec un groupe de catholiques laïcs, parce qu'en Espagne, il n'y avait aucune institution publique pour prendre en charge les centaines de lépreux. Les villages alentours ont exigé que l'on bâtisse une muraille. C'était la condition pour accueillir des malades de la lèpre. Ils craignaient que la région ne devienne un foyer de la maladie. Mais c'était absurde. La lèpre n'est pas contagieuse, comme ils se l'imaginaient. Parmi les 40 pensionnaires du sanatorium, Jesus, 86 ans, se souvient des doigts pointés, des mines dégoûtées et de la honte qui l'ont poussé à se retirer ici, à l'abri des regards. C'est un tabou, vous comprenez? Un tabou. Quand je sortais dans la rue, j'entendais « c'est un lépreux là-bas, tu l'as vu? Prends une photo ». Et moi, je ne voulais pas. Je ne suis pas une bête, je ne suis pas un animal. Mais pour eux, je n'étais pas une personne normale. En Europe, les cas de lèpre sont rares, quelques dizaines chaque année. Dans les pays pauvres, en revanche, elle fait toujours des ravages. Fontilles intervient dans les pays d'Amérique latine, sur le terrain. L'association aide les autorités sanitaires à mieux détecter les patients. Certains États sous-estiment volontairement la situation pour sortir de la liste des pays à risque. Une attitude que condamne le chercheur Pedro Torres, d'autant que les traitements pourraient être moins efficaces à l'avenir. Il y a un petit risque d'augmentation des cas à cause de l'immigration. Mais ce n'est pas une menace. En revanche, des études montrent que la lèpre commence à résister au traitement. Plusieurs associations et l'Organisation mondiale de la santé essayent de mettre en place une étude pilote pour évaluer la gravité de la situation. Pour l'heure, pas d'inquiétude, la maladie se soigne encore parfaitement. D'ailleurs, Fontilles ne devrait bientôt plus accueillir de pensionnaires. À leur mort, les derniers patients rejoindront leurs aïeux dans ce sanctuaire au cœur de la léproserie, une dernière demeure, loin des regards. Ce cimetière est le symbole de Fontilles. J'aime à dire que c'est comme une archive de biographie. Quand on a la force de dépasser la souffrance, cela crée l'humanité. Les personnes les plus riches, les plus humaines que j'ai connues dans ma vie, je les ai toutes connues ici. Elles étaient malades de la lèpre. Fontilles a fêté ses 100 ans cette année. Un exploit pour une association qui dépend avant tout de la générosité de ses donateurs. Et si la lèpre a quasiment disparu du continent européen, elle touche encore plus de 100 pays à travers le monde. Zoom Europa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir cette émission le samedi à midi sur le câble, le satellite et la TNT. Et puis sur Internet pendant 7 jours à l'adresse arte.tv, rubrique Zoom Europa. La semaine prochaine, dossier sur l'identité nationale. Le débat est très polémique en France. Coup d'œil chez nos voisins. Comment se fabrique une identité nationale? Quelles sont ses valeurs? Est-ce qu'elle est menacée par des minarets, par exemple? Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain en deuxième partie de soirée sur Arte. Dans un instant, on passe à table avec Metropolis. Dans un instant, gros plan, entre autres choses, sur Soul Kitchen, film récompensé de Fatih Akin.
ce soir. Le Graf Zeppelin s'envole pour un voyage autour du monde. Je serai à bord. Extrait du journal de voyage de Lady Hay, reporter. Le spectacle est très impressionnant. Un journal tenu avec minutie, 21 jours durant. J'ai eu le privilège d'être la première femme à faire le tour de la Terre par les airs. Et nous aurons le privilège de le refaire avec elle, ce soir, à 20h45. Cet après-midi, Madame Pell. Madame Emma Pell. Enfin, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Je suis John Steed. Pile dans le mille. Vous les avez reconnus? John Steed et Emma Pell sont de retour. Ça se fête, non? Le look est resté so British. Chapeau melon et bottes de cuir, cet après-midi à 17h25 sur Arte. le choix de Metropolis cette semaine, c'est un artiste qui crée à partir de la lumière. Il présente sa plus grande expo en ce moment à Wolfsburg, au nord de l'Allemagne. Il est américain, il s'appelle James Turrell. Lorsque des artistes indiens rencontrent un metteur en scène de Las Vegas pour un spectacle de cirque, qu'est-ce que ça donne? Un show en tournée européenne. On a vu les répétitions. Soul Kitchen, c'est le titre du prochain film de Fatih Akin, un réalisateur primé à Cannes comme à Berlin. Fatih Akin, c'est lui. Soul Kitchen, ou un hommage à sa ville, Hambourg. Mais le début de Metropolis, c'est un regard sur l'œuvre de James Turrell. Sans la lumière, cette source de vie impalpable et fugitive, nous ne pourrions pas exister. La lumière semble omniprésente. Elle luit là où nous le voulons, de manière arbitraire. Pourtant, son emploi déterminé est tout un art. Et cet art, l'artiste américain James Turrell le maîtrise comme peu d'autres. Il travaille avec la lumière depuis les années 60. De toute évidence, la lumière est un élixir magique que nous buvons comme de la vitamine D. Nous la considérons comme un aliment. Nous l'avons toujours utilisé un peu au hasard, la plupart du temps pour éclairer d'autres choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est la lumière dans sa réalité objective, la matérialité qui lui confère une valeur égale aux autres matières. Car c'est effectivement une matière, et je l'utilise comme telle. Les installations de James Turrell sont dispersées à travers le globe. Pour le moment, il illumine le musée d'art de Wolfsburg. Après des semaines de travail dans le plus grand secret, il vient d'inaugurer une installation sensationnelle, sa plus grande œuvre jamais réalisée pour un musée. Sur 700 mètres carrés, 2 pièces entièrement vides en enfilade. Une rampe d'accès mène à l'installation, inondée d'une lumière qui change lentement de couleur. Bridget's Bardo, voilà comment Turrell appelle son installation. C'est une expérience sensuelle. Je suis très content de cette installation. J'aime cette idée d'y accéder en descendant la rampe, de sentir la pente. Ça procure la sensation physique de la descente et on découvre la lumière. Une lumière comme matérialisée quand on la voit de loin. Et plus on s'en approche, plus elle devient ce vide lumineux, ce vide rempli. Comme par magie, la lumière dissout les limites architecturales des pièces. On perd ses repères. L'installation de Wolfsburg fait partie du groupe des Ganzfeld Pieces de Turrell.
C'est un terme allemand, tiré de la psychologie, qui a peut-être une signification un peu différente. J'entends par là tous les champs et les formes homogènes, de telle sorte qu'on ne discerne plus les contours. On perçoit la lumière comme une sorte de brouillard qui sature l'atmosphère. L'espace est rempli de quelque chose. C'est une présence visuelle et tactile de la lumière dans un espace que l'on considère habituellement comme vide. Turrell joue avec notre perception et crée, uniquement par la lumière, des espaces architecturaux qui n'existent pas dans la réalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas modeler comme de l'argile ou de la cire, qu'on ne peut pas non plus sculpter comme du bois ou de la pierre. Il m'a fallu un certain temps avant de savoir comment la travailler. L'œuvre maîtresse de James Turrell se situe dans le désert d'Arizona. Dans les années 70, pilote passionné, il découvre au cours d'un vol un volcan éteint, le Roden Crater. Pour ce mathématicien et psychologue de formation, c'est le lieu idéal pour travailler avec la lumière ancienne, la lumière naturelle. Turrell achète ce bout de terre du bout du monde que l'on ne peut atteindre qu'en jeep ou en avion de tourisme. La ville la plus proche se situe à 80 miles. Le volcan de Turrell est isolé et loin de toute autre influence de lumière et de bruit. Le Roden Crater est conique et il a approximativement 400 000 ans, un lieu sacré pour ainsi dire. Le mastaba, propre aux sépultures de l'Égypte ancienne, est une forme à laquelle nous avons toujours eu recours pour nous élever jusqu'au ciel. C'est pourquoi j'aime cette forme, et le volcan est parfait. Je l'ai vu et je me suis dit, c'est la pyramide. Je n'ai plus qu'à y construire des chambres et des tunnels. Depuis plus de 30 ans, Turrell travaille à Roden Crater. Le système souterrain complexe de galeries et de chambres est continuellement agrandi. Il doit permettre de montrer aux visiteurs de manière unique le ciel et ses phénomènes lumineux, soleil, étoiles et lune. C'est deux choses à la fois. Un observatoire permettant de contempler ce qui se passe dans la nature environnante, et tout particulièrement dans le ciel, mais aussi un lieu qui permet d'observer notre façon même de voir. C'est une auto-réflexion. Quelle est notre appréhension visuelle dans ce contexte naturel? Qu'est-ce que notre perception dans ce que nous appelons la nature qui nous semble comme étrangère? Et c'est une erreur d'après moi, mais c'est généralement ce que nous ressentons. Pour nous, la nature, c'est quelque chose là, dehors, quelque chose dont nous nous sentons séparés. C'est l'une de nos plus grandes vanités. Proche de la nature, nous le sommes vraiment dans ces Sky Spaces, ces installations à ciel ouvert. Un ensemble que Turrell bâtit depuis les années 70. Des espaces ouverts où le ciel, comme un tableau, s'offre à nous. Dans les Sky Spaces, la lumière à l'intérieur de la pièce se règle sur la lumière extérieure, celle du ciel. Ainsi, le ciel semble se rapprocher, se situer juste au-dessus de l'espace dans lequel nous nous trouvons. Ça tient à la finesse des arêtes du toit et au réglage précis de la lumière à l'intérieur. Je produis une lumière qui est comme la lumière que l'on voit dans nos rêves. C'est une vision comme les yeux clos, comme dans un rêve. La lumière semble remplir l'espace de manière très diffuse et on distingue les personnes dans une lumière très particulière. Ce n'est pas vraiment une surprise, cette lumière. C'est juste qu'habituellement, on ne la voit pas les yeux ouverts, car en général, nous éclairons les choses dans ce monde au lieu de laisser la lumière exister par elle-même. Il y a une pureté de la lumière, elle a un caractère propre. Les expériences artistiques de lumière dans l'espace de James Turrell le prouvent. Turrell apprend à ceux qui viennent voir ses œuvres d'art à sentir avec les yeux. Question.
Comment amener la culture indienne sur les scènes européennes sans dévoyer les traditions? Comment présenter un grand show rassemblant des artistes et des acrobates qui exercent leur art dans la rue dans leur pays? C'est l'objectif que se sont fixés une équipe d'artistes indiens, des professionnels de Las Vegas et des gens de cirque européens. Leur projet s'intitule « L'Inde, un voyage